Dans l'épisode du jour, j'accueille Charlotte, qui est Family Travel Planner chez Little Voyageur. Bienvenue, Charlotte. Bienvenue, bonjour, enchantée. Je suis ravie de faire ta connaissance. Du coup, l'idée de ce podcast, c'est que tu nous parles un petit peu de toi, ton métier, de ton parcours. Et est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Charlotte, je suis française, maman de quatre enfants. En ce moment, j'habite aux États-Unis. Avant ça, j'ai habité voilà, en Asie, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Donc voilà, j'habite un peu aux quatre coins du monde et pourquoi? Parce que voilà, j'adore vivre à l'étranger et mon métier correspond tout à fait à ce mode de vie. Donc moi, je suis journaliste de formation. J'ai commencé ma carrière en tant que journaliste indépendante pour des médias français comme Radio France, donc RFI, France Info, France 24, Arte, depuis le Moyen-Orient. Et puis, j'ai fondé ma famille et petit à petit, voilà, je me suis reconvertie en travel planner et en éditrice et créatrice de guides de voyage spécial famille, vu que je voyage en permanence avec mes quatre enfants et que je pense voilà, pouvoir partager beaucoup de choses que je découvre et des bons conseils pour aider les autres parents à voyager en famille. Hop. Mais j'imagine que voyager avec quatre enfants, ça ne doit pas être facile. Ils ont quel âge, tes enfants? Alors, mes enfants en ce moment ont entre 2 et 9 ans, donc Ok. 2, 4, 7 et 9. Et j'ai commencé à voyager quand ma grande avait 3 mois. Donc, en fait, j'ai voyagé avec des enfants de tous les âges, à tous les moments. À partir de 3 semaines, même quand j'ai eu des nouveau-nés et qu'on a dû rentrer, que j'ai accouché dans un pays différent de là où j'habitais et qu'on devait rentrer avec le nouveau-né. Donc voilà, j'ai vraiment eu l'expérience totale. Et puis là, je vais rentrer dans la phase pré-ado, puis ado. Donc voilà, je continue d'enrichir un peu l'expérience. Euh, et en fait, il y a plein de petits détails qui font que voyager avec les enfants peut être beaucoup plus facile si on les connaît, des petites astuces. Euh, Choisir le bon hébergement, trouver les bonnes activités. Donc, il y a moyen de rendre le voyage en famille bien plus facile et agréable qu'il ne peut sembler de l'extérieur. C'est vrai que parfois ça peut faire peur. Certaines mamans, parents, familles finalement s'empêchent de voyager. Est-ce que toi justement, parfois il t'arrive d'avoir des personnes qui te contactent justement en te faisant part de certaines craintes qu'ils ont? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai un service aussi de conseil et d'écoute pour les parents où pendant 1 heure au téléphone, en fait, on discute voilà, de leur blocage et j'essaye justement de les accompagner pour débloquer tout ça et leur donner des pistes pour avancer et donc sauter le pas du premier voyage en famille. Alors, en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que les parents sont partis en vacances pour une première fois avec un enfant et ça s'est très mal passé. Souvent, c'est des vols long courriers, des vols de nuit où l'enfant pleure constamment, ne veut pas dormir et les parents se sentent complètement déboussolés par rapport à ça, très gênés par rapport aux autres personnes dans l'avion et du coup se disent ah non, plus jamais, moi j'attends que l'enfant ait 8 ans pour repartir et du coup ils s'empêchent de repartir loin ou voilà, de partir un petit peu à l'aventure en se disant non, c'était trop compliqué, je refais plus jamais ça. Et donc, c'est dans ces cas-là où justement j'interviens et j'essaye de donner quelques clés et de débloquer en fait la situation. On n'est pas obligé de prendre l'avion très loin, on n'est pas obligé de prendre l'avion du tout. On peut aussi partir en train ou en voiture et avoir une expérience aussi forte que si on partait loin de chez soi. Donc voilà, c'est vraiment essayer de détourner le problème, de trouver des solutions pour aider ces parents-là. Donc c'est effectivement souvent des transports qui se passent très mal, un bébé qui dort mal dans les hôtels et du coup les parents qui sont crevés ou voilà des enfants qui font beaucoup de crises, qui se comportent mal au restaurant. Du coup les parents se disent mais enfin on peut pas partir en vacances avec un enfant qui va être voilà nous gâcher un peu tous nos repas. Donc à ce moment-là j'explique bon pourquoi pas prévoir des Airbnb. Il y a des endroits où vous pouvez aussi avoir des chefs dans le Airbnb. Du coup, vous n'êtes pas obligé de cuisiner. Vous, en tant que parent, vous pouvez aussi faire un break. Voilà, donc il y a toujours plein d'astuces à trouver pour aider les parents à voyager et se sortir un peu de son quotidien et créer des liens autres avec ses enfants
et des souvenirs de nature différente que ceux qu'on crée au quotidien avec eux. Complètement. C'est génial, je vois que tu as plein d'idées. En tout cas, c'est top de pouvoir bénéficier de ton service sur ça aussi, cet aspect qui est préalable au voyage. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines craintes qu'on peut avoir. Alors là, sur la partie famille spécifiquement. Et en fait, tu es un petit peu une coach, du coup, pour tes Oui. clients. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ça la force du travel planner, c'est pas seulement d'organiser un voyage, c'est aussi d'accompagner les clients et d'écouter voilà, leurs besoins, les conseiller. Et en fait, ça manque beaucoup dans le domaine du voyage, d'être coaché aussi et de pouvoir répondre à des questions qui sont autres que où est-ce que je m'arrête, combien de temps je passe ici, combien de temps je passe là-bas, qu'est-ce que je fais sur place, dans quel resto aller. Il y a cet aspect-là, mais il y a vraiment aussi l'aspect conseil, accompagnement. Et d'ailleurs, voilà, j'ai l'idée de développer des ateliers autour du voyage en famille où voilà, je peux parler par exemple de quoi prendre dans l'avion quand on voyage avec bébé, le premier vol avec bébé, le premier voyage, comment gérer une fratrie en voyage, quelles sont les meilleures destinations. Donc clairement, moi, je tends aussi à donner plus voilà, de talk, de sessions de groupe où on parle du voyage, voilà, plus en dehors de ce qui est purement itinéraire et conseils d'adresse et choses comme ça. Ouais, je trouve ça génial. Tu mets beaucoup d'humain, en fait, Mm. dans ce que tu proposes. Et de la pédagogie aussi. Alors, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça Mm. permet de changer notre façon de voyager. Et puis, en apportant beaucoup de positifs. Donc, bravo de le faire parce qu'effectivement, c'est rare. C'est top. Alors, du coup, je voulais en revenir un petit peu à avant ce métier-là. Tu nous as expliqué que tu étais journaliste. Mhm. À la base, pourquoi tu avais choisi le métier de journaliste? Ça s'est petit à petit imposé à moi. Écoute, j'ai toujours adoré regarder jeune les reportages à la télé, sur tout ce qui était international. J'ai toujours adoré regarder les documentaires sur un voyage au Kazakhstan, par exemple. J'ai toujours été tournée vers l'ailleurs et vers l'autre. Donc, en aimant beaucoup regarder les longs documentaires et reportages, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de faire ça aussi, de voir les mêmes choses et de retransmettre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. Ensuite, j'aime beaucoup le papier, j'aime l'écriture, j'aime le fait de témoigner, d'aller voir des choses que les autres n'ont pas forcément envie de voir, et puis surtout de transformer ce que je vois en histoire et de raconter, d'être un témoin. Et assez vite, l'envie d'être reporter s'est imposée à moi et j'avais envie de partir sur le terrain. Et du coup, j'ai choisi une école de journalisme qui m'a permis de partir très vite après le bac sur le terrain sans devoir faire de prépa, sans devoir passer par voilà, le parcours classique. Donc, j'ai fait une école de journaliste, une petite école, voilà, très simple, mais qui m'a donné l'opportunité d'assez vite, voilà, partir à l'étranger. Mes premiers stages ont été la Chine, New York, stage de fin d'année avec l'armée française au Kosovo. Voilà, j'étais la seule de toute la promo à me débrouiller pour aller faire ces expériences à l'étranger dès l'école. Et à la fin de l'école, je suis partie en Syrie en me disant, écoute, moi, je vais aller dans un pays où il n'y a pas de journaliste, je vais passer pour une étudiante et je vais envoyer mes reportages de là-bas parce que je ferai la différence. J'ai très vite compris que en France, j'allais devoir passer 10, 15 ans à une rédaction, à travailler sur la France avant de pouvoir peut-être partir à l'étranger et que ça se trouve, on ne m'enverra jamais sur le terrain ailleurs. Donc j'y suis allée de moi-même et de là-bas, j'ai commencé à contacter les médias et ça a fonctionné car j'étais la seule. Et après, je me suis retrouvée la seule journaliste au Moyen-Orient, euh, installée dans un des pays où le printemps arabe a commencé. Donc forcément, là, ça a explosé et tout le monde voulait que je travaille pour eux. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment avoir cette partie de carrière en tant que journaliste indépendante basée à l'étranger, travaillant pour différents médias français. C'est ça, c'était un peu voilà, l'envers du décor. Ça devait être une sacrée vie quand même de justement d'être la seule journaliste et j'imagine en plus femme aussi à être dans des destinations comme ça. Et qu'est-ce qui a fait
Qu'est-ce qui te donnait envie justement d'être cette femme de terrain, d'être toujours en voyage aussi? Qu'est-ce qui te motivait là-dedans? J'adore découvrir de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles cultures. J'adorais par exemple m'asseoir dans un café dans le vieux Damas et prendre un thé à côté de locaux et de regarder ce qui se passe, d'écouter les discussions. J'aime être entourée de personnes qui sont radicalement différentes de moi et de découvrir comment elles vivent. J'adore ça. Je trouve ça très enrichissant on en apprend sur soi-même et puis on ouvre son esprit à l'autre et je trouve qu'on peut vraiment prendre du recul et ça donne une perspective sur sa vie, sa façon d'être élevé et donc du coup je suis toujours motivée pour aller plus loin, voir d'autres personnes, sortir de Damas, aller ailleurs, voir ce qui se passe en Irak, voir ce qui se passe en Érythrée, voir ce que c'est que les camps de réfugiés en Jordanie. J'ai un fort intérêt pour les autres et leur manière de vivre et tout type de personnes et tout type de manière de vie. Et donc, du coup, c'est insatiable comme envie et comme addiction, on va dire. Il y a toujours plus, toujours différent à voir. Donc, c'est vrai que cette envie-là me mène un peu partout depuis toujours et d'avoir des enfants n'a jamais stoppé ça. Donc, il y a encore 2 jours, j'étais au Texas dans un ranch avec entouré de vrais cow-boys qui ont passé leur vie auprès des chevaux et qui, voilà, le soir autour du feu, un monsieur de 70 ans avec sa grosse moustache et son chapeau nous a raconté sa vie en chanson et j'ai découvert ce que c'était l'Amérique profonde et l'Amérique qu'on voit dans les films. Et voilà, et ça m'a autant passionnée que la nana en Syrie, la maman qui m'a appris à faire du pain dans le four familial avec sa famille. Donc, j'ai toujours eu cet intérêt et il s'est manifesté et je retransmets. Alors avant, je retransmettais en sujet radio, en papier pour la presse française et maintenant, je retransmets en voyage, en aidant les parents, les personnes à vivre ce type de rencontres et d'expériences. C'est d'autant plus fort, en fait, on passe d'une expérience qui semble un petit peu, qui est très peu concrète, en fait, qu'on découvre en lecture ou en écoutant, à une expérience qu'on peut vivre soi-même. Donc, c'est vraiment un peu de permettre aux personnes d'accéder à la réalité des voyages et de partir rencontrer voilà, des gens à travers le monde qui vivent différemment d'eux. Donc, c'est un peu ça ce qui me motive. Et pour toi, c'est ça le voyage? Enfin, qu'est-ce que c'est le voyage pour toi? Et partir à la rencontre d'autres personnes et d'autres cultures, d'autres manières de vivre et d'autres environnements. C'est la découverte. Pour moi, c'est la découverte et les rencontres de tout J'ai- type. C'est important, on a bien senti, l'humain, c'est essentiel. Et du coup, avec tes enfants, quelles sont les valeurs du coup que tu as envie de leur inculquer? Est-ce que le voyage, ça reste quelque chose, est-ce que tu te projettes pour tes enfants qu'ils voyagent eux aussi toute leur vie ou comment tu imagines les choses? Alors, ils sont petits encore, mais Honnêtement, non, je projette rien pour mes enfants. Je veux juste qu'ils trouvent leur voie et qu'ils soient heureux dans ce qu'ils vont faire. Qu'ils voyagent pas, qu'ils habitent à côté de chez moi, loin de chez moi. Honnêtement, ça m'est vraiment, euh, ça m'est égal. J'ai juste envie qu'ils soient heureux dans ce qu'ils aiment faire. Ma mission à moi, en tant que maman, c'est de les ouvrir au monde, de leur offrir le plus d'expériences possible pour qu'ils aient justement les clés nécessaires pour trouver ce qu'ils aiment faire. Je n'ai pas, voilà, je serais pas ultra heureuse si j'élève des grands voyageurs comme moi. Honnêtement, je n'ai aucun espoir que je nourris en eux, qu'ils soient grands reporters et tout. Non, je m'en fiche. Vraiment, leur joie dans ce qui s'éclate, dans ce qu'ils trouvent à faire, vétérinaire, n'importe quoi, ça m'est égal. Mais moi, maintenant, mon rôle, ils sont petits, pour moi, l'important, c'est de les faire voyager, de leur donner cette envie de curiosité et d'aller vers les autres et d'être ouvert aux autres et, et de ne pas avoir peur de sortir de sa routine et d'être un peu chamboulé dans son quotidien, dans ses habitudes et d'apprendre à être flexible. C'est très important d'être flexible dans la vie
de pouvoir avoir le bagage nécessaire pour encaisser euh, des événements auxquels on n'est pas préparé. Et quand on voyage, c'est ce qu'on fait. Quand on voyage en tant que petits enfants, à leur échelle à eux, ils sont bousculés au quotidien. Ils vont devoir apprendre à gérer plus la fatigue, à gérer plus la faim. Je ne peux pas toujours leur donner à manger exactement à l'heure où il faut. Ils doivent développer ce dont ils ont besoin pour pouvoir s'adapter. Et donc ça, Mm. pour moi, le voyage leur apprend à être plus flexible, à s'adapter dans différentes situations et ils en auront besoin plus tard. Donc c'est un formidable outil d'apprentissage. Et effectivement, moi, je ne suis pas forcément le genre de maman qui s'assoit et qui va jouer pendant des heures avec eux à la maison. Par contre, je vais passer des heures à voyager avec eux, à essayer de leur montrer comment parler à quelqu'un, de dépasser leur peur de parler à un adulte, à un cow-boy, de leur donner envie d'aller jouer avec un petit enfant en Thaïlande qui fait du foot dans un village et de ne pas avoir peur. Euh, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment les leçons du voyage, il y en a tellement, et c'est ça que j'essaye de leur inculquer, voilà, de leur donner. Comme ça, ils ont toutes les clés nécessaires pour construire leur propre futur plus tard. Avec ou sans voyage dans leur futur, c'est à eux de voir. Ils en auront déjà fait pas mal pendant leur enfance, en Mm. tout cas. C'est sûr. Ouais. Comment tu déniches les expériences? Là, tu nous as expliqué que tu reviens du Texas où tu as été dans un ranch. Comment tu déniches ces expériences-là? C'est des heures et des heures et des heures de recherche. C'est aussi des recherches maintenant qui sont très efficaces parce que j'ai affiné ma manière de rechercher les choses. Donc, pour moi, l'expérience est vraiment ce qui fait le voyage. Donc, quand je pense à une destination, je pense expérience. Je pense qu'est-ce que j'ai envie de faire et de voir et de comprendre dans ce pays ou dans cet endroit. Donc, pour moi, typiquement le Texas, ok, c'est voilà, un État dont on entend parler en tant que Française, voilà, les cow-boys, les Indiens, tout ça, enfin, c'est les westerns, c'est quelque chose qu'on a dans l'imaginaire. Mais comment aller, voilà, vraiment à la rencontre de ces personnes-là. Donc pour moi, c'était indispensable que j'emmène les enfants à un rodéo. C'était indispensable qu'on prenne un cours de musique country et qu'ils apprennent à danser. C'était indispensable qu'on passe du temps sur un ranch et qu'on aille faire du cheval. C'était obligatoire. Et du coup, par exemple, j'identifie ce type d'expérience et ensuite je cherche sur Internet, sur Instagram, euh, comment techniquement rendre ce type d'expérience concrète, trouver celles qui me semblent les mieux adaptées à mes enfants. Et je réserve et je construis un itinéraire autour de l'expérience, par exemple. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Alors là, je parle du Texas, mais ça peut être aussi sur au Costa Rica, par exemple. J'aimerais beaucoup qu'on aille se baigner dans des cascades, qu'on aille rencontrer des villageois dans des petits villages assez reculés du Costa Rica. Comment faire ça? Euh, euh, Ça peut être passer du temps voilà, sur une plage et apprendre à pêcher. Enfin voilà, j'ai déjà ce type d'expérience. Donc, c'est des idées qu'ensuite je concrétise après de longues recherches sur Internet ou Instagram. Et puis, ensuite, je les mets en place et puis on va tester ça. Top. Et est-ce que tu dirais que ton métier de journaliste t'a aidé pour ça? Complètement. Les deux sont en même temps, en Ouais. fait. C'est une manière de rechercher l'information, de rechercher les destinations. Je me considère toujours journaliste voyage. Pour moi, je suis une vraie journaliste voyage. C'est pour ça que j'ai voulu écrire voilà, des guides de voyage enfants. J'ai écrit des guides pour le petit futé. Et là, j'ai développé donc ma propre collection de guides de voyage en dénichant des adresses dans différentes villes. Alors, je la développe encore. Je vais ajouter des villes à Bangkok, Dubaï, Lisbonne et Paris. Je vais ajouter de nouvelles villes petit à petit. Mais c'est vrai que c'est un business assez difficile, le monde du guide de voyage et de l'édition de guide de voyage. Et de gagner sa vie avec cette activité-là est très compliqué. Donc moi, c'est ma passion. J'adore écrire. Mais je suis aussi voilà, une maman qui veut créer son propre business. Et donc, j'ai dû ajouter cet aspect plus de travel planner qui, pour moi, me permet de soutenir mon entreprise et de aussi voilà, payer pour les nouveaux guides et que c'est pas juste une passion, c'est aussi un métier. Je suis entrepreneur et j'essaye d'avoir une entreprise qui fonctionne, de aussi inculquer ça à mes enfants
de leur montrer que leur maman, elle a son travail, elle a son entreprise, elle gagne son argent, elle peut leur offrir des voyages. Donc, il faut trouver voilà, ce moyen aussi de ne pas juste être dans le voyage et qu'il faut bien le monétiser, tout ça. Donc c'est deux activités vraiment qui se complémentent. Juste le côté journalisme ne me permettrait pas de vivre vraiment et de pouvoir supporter un petit peu et contribuer, on va dire, financièrement à la vie de famille. Et comment t'es passé justement du journalisme au voyage? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta propre entreprise? En fait, c'était un peu une nécessité car quand j'ai rencontré mon mari durant le printemps arabe, et nous étions au Yémen à l'époque et je travaillais à fond pour les médias français et puis la situation est devenue très dangereuse et donc nous avons dû partir du jour au lendemain quasiment de cette région et du jour au lendemain, mon activité de journaliste pour la presse française c'est quasiment arrêtée parce que sortie de ce contexte-là, tout d'un coup, les rédactions me disaient ah, bah, il n'y a plus d'intérêt pour vous, en fait, désolé, mais il n'y a pas de place, quoi. Vous étiez là, vous étiez super utile quand vous étiez là-bas, mais maintenant que vous êtes sorti de ce pays-là, vous ne pouvez plus le couvrir. Bye bye. C'est la dure réalité du freelance, du journaliste indépendant. Je n'appartenais à aucune rédaction. Donc nous sommes partis nous installer aux États-Unis avec mon mari pour voilà, souffler un peu et avoir commencé notre vie de famille. Et là-bas, effectivement, aucune rédaction française ne voulait que je pige pour eux. Ils avaient leurs correspondants bien établis sur place. Donc j'ai dû me renouveler, j'ai dû trouver autre chose. J'ai pas mal pigé pour la presse locale. Et puis, j'ai eu ma première fille et on a fait un premier voyage quand elle avait, je sais plus, 2 mois ou je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, mais comment, comment trouver des informations pour m'aider à planifier ce premier voyage? Et je n'ai pas trouvé le blog, le site qui me donnait les infos que je cherchais. Donc, je me suis dit, je vais le créer. Je vais créer mon propre guide, je vais créer un blog où je vais justement expliquer, ben voilà, j'ai voyagé avec ma fille à 6 mois, voilà ce dont j'avais besoin. On a été en Uruguay, voici où on a été, voici les hôtels, et ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, voilà, les enfants se sont additionnés et on a voyagé de plus en plus. Et l'important, c'est la nécessité d'avoir voilà, un site qui donnait des bons conseils. C'était comme une évidence. Et puis après, ça a été plus des guides de voyage en ligne et puis des guides de voyage papier. Et puis le Travel Planner s'est ajouté l'année dernière. Ok, donc c'est tout récent, du coup, l'activité Ouais, de Travel Planner. ouais. Et ton blog, tu l'as créé il y a combien de temps ou quelle année? En 2014, 2015. 2015. Hey, ça fait Ouais, 8 ans. ouais. Il a beaucoup évolué, hein. C'était très, très, beaucoup, Ouais, beaucoup évolué. Il y a eu des pauses aussi quand j'ai eu mes enfants pendant les grossesses, les premières années. Donc, voilà, c'est un cheminement assez long. Mais oui, il existe quand même depuis pas mal d'années. c'est le fil conducteur finalement de ton changement de vie, enfin, en tout cas de Oui, ta reconversion. absolument, absolument, ouais. C'est ça. Et du coup, ce blog, aujourd'hui, tu y passes beaucoup de temps. Est-ce que tu l'alimentes encore beaucoup ou finalement, tu te concentres plus sur les autres activités, donc tes guides de voyage et le métier de travel planner? En fait, je ne le vois pas du tout comme un blog. Pour moi, c'est vraiment le site qui permet de... Enfin, c'est là que mes clients réservent les carnets de voyage. Donc, pour moi, c'est un site de voyage sur lesquels on peut on peut acheter mes guides de voyage, on achète mes prestations. Donc, c'est plutôt voilà, le site de Little Voyageur, c'est le business. Et il y a effectivement des articles avec des hôtels, des idées d'itinéraires que j'alimente. euh, Entre 1 et 3 fois par mois de nouveaux articles, de nouvelles idées, mais effectivement, maintenant, l'activité première est le carnet de voyage. Et en fait, je réponds vraiment à une demande des clients de plus en plus grossissante qui ne s'y retrouvent plus du tout dans les prestations offertes par les agences de voyage. Je suis vraiment j'ai créé une nouvelle voie d'une certaine manière. Les travel planners existent, hein, mais je veux dire, en me spécialisant famille, je suis dans une petite niche qui vraiment comble un manque entre l'agence de voyage et les recherches par soi-même, planifier son truc soi-même à travers les blogs et tout ça. Une agence de voyage ne va pas vous trouver le type d'activité et vous proposer
un échantillon de logement vraiment adapté à votre famille, notamment des Airbnb, ça, l'agence ne vous le donnera pas. L'agence va vous recommander l'hôtel qui va leur donner une commission et qui va pouvoir les faire vivre. Moi, je ne travaille pas comme ça. Donc, ça me donne une énorme liberté. Et puis surtout, combien d'agents de voyage sont mamans de 4 enfants et vont planifier un voyage comme une maman? Je pense très peu. J'ai de plus en plus de clients qui viennent de grosses agences, qui ont fait des devis chez Evaneos, Voyageurs du Monde, et qui viennent me voir en me disant, bon, bah, ce que j'ai reçu, c'est un peu bateau, quoi. J'ai l'impression de ne pas vraiment sortir, aller hors des sentiers battus. Les hôtels ont dit, OK, c'est kid-friendly l'hôtel parce qu'ils ont un menu enfant et parce qu'ils ont une chambre communicante, mais bon, est-ce que ça va vraiment être sympa? Non, la réponse est non. La réponse est non. On ne va pas vous donner le café sympa à Chiang Mai où il y a une énorme aire de jeu et vos enfants vont pouvoir apprendre à planter du riz. Ça, Evaneos ou Voyageurs du Monde ou les autres ne vous le donneront pas, ne l'ont pas fait. Donc, je pense que j'ai une énorme valeur ajoutée en moi allant et testant avec mes enfants presque en permanence. Nous faisons énormément de choses. Donc, voilà, je couvre plus de 40 destinations maintenant en famille. Euh, Moi, je les ai testées avant. J'en ai plus de 70 testées moi seule entre des petites villes, des régions. Donc, je pense vraiment pouvoir offrir euh, des carnets qualitatifs. Et au niveau de prix, on est quand même sur une prestation qui reste très correcte par rapport à voilà, des devis d'agences de voyage qui peuvent être beaucoup plus lourds. Donc voilà, je pense pouvoir offrir quelque chose qui est vraiment utile aux parents et qui les aide dans leur voyage. J'espère en tout cas. Mais vu que j'ai de plus en plus de clients qui reviennent vers moi et qui me redemandent des carnets, j'ai l'impression que ça fonctionne quand même pas mal. Top. Bah, bravo, en tout cas, c'est vrai que c'est top de pouvoir se sentir compris, en tout cas par toi pour les familles. Il y a des besoins spécifiques, on l'a bien compris, et je trouve ça génial que tu puisses les accompagner même dans les interrogations que les familles se posent, enfin voilà, les questions qu'elles se posent avant le voyage, et puis également en ayant quelque chose de très précis, de sur mesure en fait. C'est ce que tu proposes. Euh, du coup, tu as lancé ton activité l'année dernière en tant que travel planner. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager combien tu as accompagné de voyageurs ou de familles Mhm. euh, depuis un an? Ouais. Où j'ai accompagné plus de 70 familles pour le moment. La moitié d'entre elles sont parties en Thaïlande. 80% d'entre elles sont françaises. Des familles entre 1 et 4 enfants. Je travaille en français, en anglais, donc j'ai aussi des clients qui sont en Inde, qui sont en Suède, de plus en plus de demandes de voyages longue durée sur 3 mois. D'ailleurs, j'ai une cliente juste après toi qui part pendant 3 mois en Amérique centrale, donc je fais un très long carnet de voyage pour eux. Oui, quand même, j'étais surprise en fait par la réponse dès le lancement de l'annonce de mon service de travel planner sur Instagram par un petit post. J'ai déjà eu 3 clients qui m'ont dit oh, mais ça a l'air trop bien, je peux essayer. Donc c'est vrai que ça fonctionne super bien. Maintenant, mon interrogation pour pouvoir répondre à la demande, c'est vraiment est-ce que je embaucherai pas d'autres mamans qui ont un profil très similaire au mien pour elle aussi faire des carnets de voyage Little Voyageur et vraiment pouvoir répondre à une demande voilà, importante et fournir sur le modèle que j'ai, avec le modèle de carnet de voyage que j'ai développé, voilà, plus peut-être avoir la première agence de travel planner que des mamans qui voyagent et pourquoi pas des papas qui veulent aussi planifier, ça me peut être sympa. Mais c'est vrai que voilà, maintenant je réfléchis à ça pour pouvoir développer l'activité parce que c'est vrai que seule, je peux pas tout faire. Ouais, je comprends complètement. Moi, c'est pareil. D'où le fait que aujourd'hui, j'ai créé une formation justement pour aider les personnes à devenir travel planner et puis je délègue de plus en plus parce qu'effectivement on a les contraintes de temps et puis aussi d'organisation. C'est top en tout cas, je trouve que ça se développe aussi bien pour toi. Euh, du coup, au niveau, justement, tu nous as expliqué que tu as eu tout de suite une belle demande. Est-ce que tu penses que t'as une bonne communauté quand même sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est lié à ça, tu penses? Hum, oui, je pense que enfin, depuis des années, je partage sur les réseaux parce que pour moi, ça fait partie.
enfin, c'est ma meilleure carte de visite, en fait, c'est mon CV. Ouais, Pour moi, voilà, je ne suis pas une dingue des réseaux sociaux personnellement, j'ai rien de très personnel, mais de nos jours, pour moi, c'est le moyen le plus efficace pour montrer aux clients ce que je peux leur offrir, tout simplement en montrant ce que moi je fais. Et puis, en fait, ça donne envie aux gens. Et c'est vrai que ça contribue sûrement au succès, à mon succès. Alors, au début, voilà, cette page Instagram, c'était juste pour partager les adresses que je mettais dans mes guides, euh, juste inspirer les parents à voyager, leur montrer que c'est possible. Et je pense que ça aide forcément à trouver des clients. Et maintenant, c'est par ce biais-là que les clients me trouvent et me demandent des carnets de voyage. d'accord. Effectivement, les réseaux sociaux, ça reste alors, la bête noire de certaines personnes, mais effectivement, ça reste plus simple aussi à mettre en place qu'un site internet. Ça demande du temps, mais moins Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, qu'il y a les deux également? Est-ce que... Bah, moi, c'est sûr que le site a commencé avant les réseaux sociaux. Quand j'ai lancé, il n'y avait pas Instagram. Donc, moi, c'était que Facebook. Et on a lancé l'Instagram. J'ai lancé il y a 5 ans peut-être. Parce que ça me semblait, voilà, je m'y suis mis le plus tard possible, mais tout le monde avait ça, tous les sites de voyage, donc ça semblait, voilà, indispensable. Euh, pour moi, le site est très nécessaire. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé. Dans ce métier, il n'y a pas on n'a pas de standard, on n'a pas de formation de travel planner reconnue par les universités. On est un peu, voilà, dans un truc flottant. Les acteurs du tourisme ne nous voient pas forcément d'un bon œil, peuvent nous voir comme des amateurs. Pour moi, c'est très important d'être crédible auprès des autres. Et pour moi, la crédibilité s'acquiert avec l'expérience. Pour moi, il faut se lancer, il faut montrer, prouver aux autres ce que nous, on peut faire et voyager, leur montrer et acquérir cette expérience qui fait qu'on peut après recommander des voyages aux autres. On s'improvise pas. Pour moi, travel planner, il faut un peu gagner ses galons, quoi. Il faut y aller. Il hmm, faut aller sur le terrain, montrer ce qu'on peut faire. Voilà, acquérir une certaine légitimité. Je pense que maintenant, avec 4 enfants et plus voilà, de 40 voyages en famille, avec des enfants de tous les âges, tellement de destinations différentes testées, je pense avoir une certaine crédibilité en la matière et c'est pour ça que j'ai osé me lancer aussi et que ça fait qu'un an parce que je voulais vraiment voilà, montrer que je suis capable et que j'ai l'expérience. Euh, c'est très important pour moi. hmm, Voilà, je n'offre pas des choses bidons et je sais de quoi je parle. J'ai une certaine expertise et si quelqu'un veut se lancer, pour moi, le premier conseil, c'est voyage, montre à tes clients ta manière de voyager, ta niche, et donne-leur des conseils. Et petit à petit, les gens viendront et demanderont, oh, c'est chouette, c'est sympa. Et après, tu pourras dire, vous voulez faire la même chose? Alors, est-ce que je peux vous aider à faire la même chose? Et ça se met en place comme ça. On ne commence pas en complètement. disant, salut, je suis travel planner. Non, pour moi, ça s'installe. Ça doit Hmm, s'installer et c'est pas du jour au lendemain. Et il faut voilà, grandir, enfin vraiment juste se mettre à nu et, et vraiment expliquer aux autres, voilà, moi je fais ça, j'aime voyager comme ça c'est mon truc, et puis il peut y avoir plein de niches différentes, mais il faut d'abord bosser sur le terrain, montrer de quoi on est capable, et puis devenir convaincant et expert d'une certaine manière, comme toi tu es experte en voyage aventure, en trek, en marche, en randonnée. Voilà, toi tu as montré ce que tu savais faire, tu as ta niche, et voilà, et je pense que c'est comme ça qu'on commence en voilà, partageant une passion, tout d'abord, qui ensuite va se transformer en business. Et, en, ouais. et, et c'est comme ça. T'es d'accord avec moi? Complètement, ouais. C'est vrai que parfois, j'échange avec beaucoup de personnes, alors, pas que travel planner, mais aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui aimeraient que ça arrive pas tout cuit dans le bec, mais plus vite. Alors, bon, moi aussi, hein, c'est sûr que quand je me suis lancée, ça a mis un peu de temps et c'est normal. Et puis, les personnes qui se lancent et qui ont du résultat tout de suite, on a l'impression que les personnes ont du résultat tout de suite. C'est bien souvent qu'il y a de l'expérience derrière, qu'il y a une communauté derrière, qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc, Oui. c'est bien, merci de le dire. Effectivement, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas
comme ça prend du temps. Non, mais c'est Et clé, ouais. effectivement, l'expérience, en fait, elle est essentielle. Donc, merci de le souligner. Oui, et puis derrière, c'est vrai que là, avec les réseaux sociaux, il y a un peu un effet de loupe, hein. On a l'impression, oh là là, tout arrive d'un coup. Enfin, après, c'est vrai que derrière, c'était trois blocs différents, des milliers d'euros dépensés pour mettre en place des sites internet, des e-shops. Enfin, c'est énormément d'argent investi aussi, hein. C'est pas, moi, c'est vrai que c'est une entreprise que je supporte, une LLC que j'ai créée il y a 9 ans, donc ça sort pas de n'importe où, quoi. C'est des heures passées sur le blog, des années à écrire des guides de voyage qui n'ont pas été lus, apprendre à monétiser tout ça aussi. C'est vrai que c'est un vrai parcours, c'est pas, enfin, c'est une carrière en fait, c'est vraiment une carrière. C'est un vrai métier, c'est clair. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, on va arriver à la fin de l'interview. Alors, j'aimerais te poser une question qui va peut-être pas être facile. Euh, c'est quoi ta plus belle expérience en voyage? Effectivement, c'est une question compliquée. Je vais en choisir une, je vais répondre à ta question. Mais en vrai, il n'y en a pas une plus belle que les autres parce que elles ont toutes une saveur très différente et pour moi un goût aussi délicieux les unes que les autres. Et c'est très très dur de comparer les expériences que j'ai eues avant d'avoir des enfants et avec les enfants. Je vais te donner une réponse avant d'avoir les enfants. Pour moi, ma plus belle expérience de voyage, c'est le Yémen. Pour moi, ce pays est un coup de cœur, mais mémorable. Donc, d'ailleurs, ma seconde fille s'appelle Sana, la ville où j'ai rencontré mon mari, la capitale du Yémen, où j'ai vécu dans la vieille ville. Et je vais dire, pour moi, c'est la plus belle expérience que j'ai jamais vécue. C'est cette vieille ville de Sanaa où j'avais l'impression d'être dans Aladdin au quotidien, qui est mon dessin animé préféré de l'enfance. Donc c'est vrai que cette expérience-là était très très forte. Et puis beaucoup d'autres au Yémen, notamment sur l'île de Socotra, où le tourisme n'est pas développé, qui est pour moi l'île la plus belle au monde. C'est difficile de la mettre en mots, mais des dunes de sable blanc, des couleurs d'eau, des forêts désertes. Enfin, c'est juste magique. Tu as l'impression d'être seul au monde. Donc, je dirais le Yémen reste une très belle expérience, la plus belle expérience pour moi. Euh, mais avec mes enfants, des souvenirs, voilà, des images dans les rizières, sur cette ancienne bargerie sur le Mékong au Vietnam, à se réveiller et en regardant la vie du fleuve, le fleuve prendre vie le matin en mangeant notre petit déjeuner, en glissant sur le Mékong. Sublime souvenir. Honnêtement, juste là, voir ma seconde fille qui aime les chevaux, monter sur un cheval à côté d'un cow-boy, lui poser des questions et voir ses yeux s'émerveiller, tester le lasso. Je sais pas, c'était aussi magnifique. Donc voilà, je pense que tu l'auras compris. Pour moi, à chaque fois que je voyage, je vois tout d'un coup ce moment où c'est genre, oh, c'est le truc le plus cool au monde, c'est sublime. Et dans chaque voyage, il y a ce petit moment waouh qui contrebalance le fait qu'il oui, oui, il y a des moments difficiles, oui, tout n'est pas rose, oui, il y a des crises, oui, on est fatigué, mais dans chaque voyage, il y a toujours ce moment où on se dit, waouh, quelle expérience incroyable. Comment on peut passer à côté de ça? Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Clairement. Euh, c'est quoi ta vision du voyage de demain? Le voyage de demain, ça, pour moi, c'est un voyage qui peut se faire très proche de chez soi. Je suis convaincue qu'on peut voyager sans partir loin. Et ça, voilà, c'est un concept que je défends bec et ongle, même si je voyage beaucoup et très loin. Mais aussi au quotidien, j'aime beaucoup sur le week-end aller vivre des expériences qui sont à 1 heure de voiture de chez moi. Typiquement, on est allé sur une ferme il y a quelques semaines et on est allé cueillir des pommes chez un éleveur de pommes voilà, qui a sa plantation depuis très longtemps. Et c'était comme un mini voyage, honnêtement. Les enfants ont découvert comment on faisait du cidre. Ils ont découvert l'envers du décor d'une économie et une industrie très développée ici où on est, la fabrication du cidre et voilà, des tartes aux pommes, des choses comme ça. Et ça, c'est une expérience qu'on a vécue à 1 heure et demie de chez nous. Et pour moi, qui était aussi chouette
qu'une autre qu'on peut faire un petit peu plus loin. Donc, c'est vraiment apprendre à partir à l'aventure autour de chez soi. Et aussi, voilà, peut-être voyager sur développer plus le slow travel, c'est-à-dire voyager sur des périodes beaucoup plus longues. Peut-être pas voyager dans beaucoup de pays, mais prendre le temps en voyage pour aller peut-être prendre un train qui prendra beaucoup plus de temps que l'avion, se faire des arrêts sur le trajet, donc repenser un petit peu voilà, sa manière d'utiliser les transports et intégrer beaucoup plus le local et les rencontres et soutenir les industries locales quand on voyage. Moi, c'est ce que je fais, mais je pense que la plupart des gens ne le font pas forcément. Pour moi, les gros hôtels, resorts et tout ça, c'est dépassé. Trop de Oui. consommation, trop de consommation d'énergie, tout ça pour moi, ce genre de voyage et du all inclusive où on gâche la moitié des repas qu'on prend. Non, ça pour moi, c'est fini quoi. De toute façon, je l'ai jamais fait personnellement, mais j'essaye de plus en plus de convaincre voilà, les gens autour de moi qui n'utilisent pas forcément mes services, qu'il y a beaucoup plus sympa ailleurs et qu'on peut quand même se reposer, profiter, ne pas cuisiner, mais on n'est pas obligé d'aller dans un hôtel all inclusive pour faire ça. On peut faire ça autrement. Oui. Merci pour cette petite piqûre de rappel, c'est important. Merci en tout De cas, rien, Charlotte, de nous avoir partagé ta vision du voyage de demain, que je partage évidemment. trop chouette. Euh, et puis, je suis ravie de t'avoir accueilli dans le podcast. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour la fin? Allez voyager, allez voyager, allez, c'est parti. Planifiez votre prochain voyage parce que ça va être hyper chouette. Et si vous avez besoin de quelques conseils, je suis là. N'hésitez pas. Où est-ce que les personnes, les auditeurs peuvent te rencontrer, échanger avec toi? Alors, sur la page Instagram de Little Voyageur, là, c'est le biais le plus direct. Et bien sûr, via le site littlevoyageur.com, j'ai mon email charlotte@littlevoyageur. Donc, voilà, tous ces biais-là, ça fonctionne. Je suis toujours dispo. Super. Bah, merci Charlotte, et puis je te dis à très Merci vite. Ludivine, merci beaucoup.